Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter un nouvel update lecture. Il y a beaucoup de très bonnes lectures, donc voilà, ça va être un update assez fourni puisqu'on a pas mal de livres, dont une saga que j'ai terminée l'été dernier. J'ai des lectures qui remontent un petit peu parce que je me suis pas tenue à jour au niveau des updates, donc je vais faire de mon mieux pour raviver un petit peu tous ces souvenirs et on va commencer tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par un livre qui m'a énormément marqué, que j'ai eu envie de lire pendant très longtemps et sur lequel j'ai fini par mettre la main. C'est un livre notamment qui a été conseillé par Émile Roy, si je prononce bien son nom, qui est un youtubeur canadien qui fait beaucoup de vidéos sur les livres, la lecture en général. Ce livre, c'est Les choses humaines de Karine Thuil. Déjà, pour commencer en beauté, si vous n'avez pas lu Les choses humaines de Karine Thuil, je vous en supplie, lisez-le. C'est l'une des meilleures lectures que j'ai pu faire. Ce livre m'a retournée, bouleversée, on en a beaucoup entendu parler, on l'a vu partout, c'est totalement justifié. La plume de Karine Thuil est incroyable. C'est un livre qui parle d'une famille. Cette famille, c'est les Farrell. C'est un couple qui est composé donc de Jean, un célèbre journaliste politique, et Claire, son épouse, qui est connue pour ses engagements féministes, ainsi que de leur fils, Alexandre, qui est élève dans une grande université américaine. Voilà. Cette famille, c'est la famille intellectuelle parisienne par excellence, avec ses défauts. Et en fait, cette famille, si vous voulez, va passer sous la plume incisive de Karine Thuil. Elle va décortiquer les mécanismes de pouvoir de notre société à travers cette famille-là et un drame qui va l'ébranler puisqu'il va y avoir une accusation d'agression sexuelle qui va peser sur l'un des membres de cette famille et cette accusation va ébranler tout leur petit monde, leur façade en fait qu'ils ont construit avec le temps. Tout va être secoué par cette accusation. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que la plume de Karine Thuil, comme je l'ai dit, est d'une grande qualité. Son récit est extrêmement cru, incisif. On décortique la réalité du couple, les difficultés que le couple peut rencontrer, les milieux mondains, sur les attentats, sur les suicides dans les grandes écoles, le féminisme, le goût des anglicismes qui est tourné au ridicule, tous ces gens qui emploient plein de mots en anglais alors que personne ne parle vraiment anglais. On aborde aussi la vieillesse, cette date de péremption qu'ont les femmes et les gens en général, les apparences, les réseaux sociaux. Elle décortique l'être humain dans toute sa noirceur, dans toute sa complexité. On a un portrait qui n'est pas du tout flatteur des personnages. On parle de l'égoïsme amoureux, des mensonges, vraiment tout y passe. Elle parle aussi beaucoup de la justice, des ficelles en fait qu'on peut tirer pour s'en sortir de ce côté quand il y a une agression, quand il y a voilà, des accusations qui sont proférées, ce côté ah non mais je le connais, c'est quelqu'un de bien, comme si la façade en fait qu'on montrait aux gens était une espèce de garantie en fait par rapport à notre valeur en tant qu'être humain. Elle parle aussi de cette espèce... Je regarde mon ordinateur parce que j'ai pris des notes pour être sûre de vous rendre vraiment mes impressions. Elle parle aussi beaucoup de cette façade créée par les bonnes familles de tout va bien. Vraiment, il ne faut pas que les drames se sachent, il faut vraiment tout garder sous silence. Une espèce d'omerta comme ça, c'est glaçant en fait de réalisme par rapport à tout ce qui est en train d'ébranler notre société à l'heure actuelle. Il faut que je vous prévienne aussi que c'est un livre qui est très violent. On parle d'agression sexuelle, de problèmes psychologiques. Vraiment, on détruit la notion de coupable idéal. Qui peut agresser? Qui peut violer? On efface totalement cette notion-là. Il y a vraiment l'idée que tout le monde est capable de choses comme ça. Et surtout, les personnes qu'on soupçonne le moins. Les garçons de bonne famille, les hommes avec une grande réputation, etc. Rien n'est un gage
de stabilité mentale, de rien n'est un gage de bonne foi en fait. Tout le monde est un potentiel violeur ou agresseur. Et Karine Thuil en fait vraiment son cheval de bataille. Et c'est brillamment fait. Elle parle aussi beaucoup, je trouve, de l'influence de notre éducation. Et de la manière dont notre société fabrique des violeurs et des agresseurs. C'est-à-dire qu'à force, c'est une notion dont je parlerai sûrement dans Réinventer l'amour puisque je l'ai lu, ça sera dans le prochain update lecture de Mona Chollet, où en fait elle aborde cette notion d'enfant sain du patriarcat. On répète tellement aux hommes qui sont tout puissants, on leur fait tellement comprendre qu'ils le sont et que les femmes sont potentiellement des menteuses, qu'elles les accusent à tort, que elles feraient tout pour faire le buzz et ébranler leur vie, etc. Que en fait, cette espèce de puissance totale est un petit peu rentrée dans leur tête, malgré eux en fait, pendant leur éducation, etc. C'est quelque chose qu'ils intègrent. Elle montre en fait très très bien, Karine Thuil, comment l'éducation des jeunes garçons en fait plus tard des agresseurs et des violeurs potentiels. Et c'est assez glaçant en fait de voir comment ces micro-enseignements contribuent un à un à fabriquer les criminels qu'on voit aujourd'hui et qu'on arrête aujourd'hui. Elle parle aussi beaucoup, elle ridiculise aussi beaucoup ce drapeau un peu hissé par des hommes qui se sentent en danger, ce drapeau du « Oh là là, mais les relations hommes-femmes vont être totalement gâchées, un homme ne pourra plus parler à une femme, blablabla, mon Dieu, maintenant quand je parle à une femme, j'ai peur », enfin voilà, toutes ces conneries. Elle en parle beaucoup, elle le tourne énormément en ridicule, alors qu'en fait ce sont des arguments qui sont utilisés sérieusement pour défendre cette liberté en fait d'accoster et de faire chier les femmes à tout bout de champ en fait. Elle montre aussi bien ce décalage entre les convictions bien pensantes des uns et des autres, oh là là, le féminisme c'est génial, nanana, et quand un membre de leur propre famille est accusé de telles agressions, cette espèce de complaisance qu'il y a à leur égard, parce que ce sont nos proches, alors que ce sont les criminels qu'on dénonce en fait dans nos combats. Donc voilà, elle parle un peu de l'hypocrisie généralisée qu'il peut y avoir à certains niveaux. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas compatissant envers ses proches qui peuvent commettre de telles atrocités. Mais elle montre bien dans le milieu un peu élitiste parisien à quel point c'est quelque chose de courant. Oh bah là là, si c'était ma fille qui l'avait agressé, j'aurais voulu le tuer ce gars et tout. Et quand c'est ton fils, ton mari, ou ton cousin, ton frère, ou je ne sais qui est accusé là, il n'y a plus personne. Et en fait, elle en parle extrêmement bien. Encore une fois, cette petite pointe sur le système judiciaire qui interroge et interroge et interroge et interroge les femmes jusqu'au bout quand elles dénoncent des agressions. Tout ça, toujours dans l'optique au final d'arriver à la conclusion qu'elle l'a bien cherché. Et voilà, c'est un livre passionnant. J'ai passé beaucoup de temps à le décortiquer, donc je vais m'arrêter là. Lisez Les choses humaines de Karine Thuil, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, j'ai enfin lu la saga, on passe à un sujet beaucoup plus réjouissant. Je l'ai lu sur ma liste, donc je vous mettrai l'image comme d'habitude. J'ai enfin lu la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Ça m'a énormément plu. Au début, je dois avouer que j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans parce que c'est hyper barré et je voyais pas où elle voulait venir avec ça. Je m'attachais pas particulièrement à Ophélie, je trouvais sa relation avec Thorne un peu bizarre, enfin bon. Et puis au fil des livres, en fait, j'ai fini par vraiment être ancrée dedans, dans cet univers fantastique qui m'a un peu rappelé Alice au Pays des Merveilles, dans cette impression en fait de tomber dans un monde qui n'a plus de sens, notamment quand elle est dans le palais et qu'il y a plein de pièces et que toutes les pièces donnent sont des espèces de portails en fait vers d'autres endroits. Enfin, vraiment j'ai trouvé ça fantastique. Je vais pas vous spoiler parce que j'ai lu toute la saga, donc les 4 tomes. Mais en gros, La Passe-Miroir, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie, qui est animiste. Et Ophélie donc a le don de donner vie aux objets. Et Ophélie, il se trouve que c'est un peu une Miss Catastrophe, on va dire, dans son pays, sur Anima.
Et elle va donc être envoyée par les doyennes, qui est un peu le groupe de vieilles femmes, un peu une autorité un peu suprême sur son monde. Et elles vont décider de le marier, de la marier. Elles vont décider de la marier à un homme qui s'appelle Thorn, qui vient d'un autre pays, d'une autre microplanète, on va dire, dans leur même univers. Et donc elle va devoir prendre un espèce de dirigeable super longtemps jusqu'à cette autre planète. Il fait très froid. Et où elle va être totalement isolée de sa famille. Et là, elle va tomber dans un univers où la violence règne, les jeux de pouvoir règnent. Il y a des meurtres, c'est à la fois fantastique et à la fois très actuel dans les dynamiques, les jeux de pouvoir, voilà. C'est quelque chose d'éminemment politique. C'est très intéressant, ça a été très divertissant. Je vais pas vous faire l'affront d'une analyse de la passe miroir parce que honnêtement, je l'ai lu vraiment... Voilà, pour me détendre comme un livre, voilà, une saga du coup fantastique. J'avoue que j'ai pas trop analysé ma lecture. Voilà, il y a des gens qui leur ont dédié des vidéos spéciales et qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse aller voir des analyses plus poussées de ce côté-là pour les thématiques, les enjeux politiques, etc. Mais en tout cas, c'est un super univers fantastique que Christelle Labos a commencé à construire, si je me trompe pas, pendant qu'elle était malade. Parce qu'apparemment elle a passé pas mal de temps à l'hôpital, donc voilà, c'est barré, c'est du... Honnêtement c'est très différent en fait de ce qu'on peut lire dans la littérature, voilà, dans la SFFF. C'est vraiment très différent, c'est barré, c'est très bien fait. Je trouve que l'univers est très riche, très complet, on y est vraiment. Ça fait mi-historique, mi-fantastique, enfin c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec cette saga. J'ai franchement pas aimé le tome 3 que j'ai trouvé très longuet. Le tome 4, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Écoutez, moi je suis un petit peu mitigée, mais dans l'ensemble j'ai passé une bonne fin de saga. C'est plus le tome 3 moi qui m'a pas trop plu. Je l'ai trouvé très long, très en longueur. Je trouve qu'on s'ennuyait pas mal. J'ai bien aimé un petit peu le côté école d'apprenti magicien quoi, mais c'est tout. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous lancer dans cette saga qui est très sympa. Je l'ai lu l'été dernier et vraiment j'ai enchaîné les 4 tomes et j'ai passé un bon moment. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une saga fantastique à lire et que vous n'avez pas encore lu La Passe Miroir, bah écoutez, allez-y et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Avant-dernière saga, il s'agit, pareil je l'ai lu sur ma liseuse, il s'agit de La Transparence selon Irina de Benjamin Fogel et du Silence selon Manon qui est le tome 2 de cette saga. Alors, j'ai découvert cette saga en cours, en master, puisque nous devions lire donc La Transparence selon Irina et La Horde du Contrevent pour faire un dossier en gros d'analyse comparée, pour le cours d'analyse discursive. J'ai lu La Transparence selon Irina et j'ai tellement aimé que j'ai décidé de lire le tome 2, Le Silence selon Manon, et le tome 3 devrait sortir bientôt, c'est une trilogie. C'est génial. Si vous ne connaissez pas La Transparence selon Irina, c'est pas du tout connu. C'est en fait c'est pas vraiment une dystopie, parce que Benjamin Fogel insiste sur le fait que ce n'est pas une dystopie. Mais en gros, c'est ce que nous, communément, on appelle une dystopie. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Camille. Et il se trouve que Camille vit dans les années 2050-2058 pour être précis. Et dans ces années-là, en fait, les réseaux sociaux ont été remplacés par le réseau, avec un R majuscule. Le réseau, c'est quoi? C'est en fait une espèce de plateforme en ligne, comme un gigantesque Facebook, si vous voulez, sur lequel tout est répertorié en fait. Vos rendez-vous médicaux, ce que vous achetez, vos études, tout est marqué. Toute votre vie, votre casier judiciaire, tout est étalé aux yeux de tout le monde. Et vous avez ce qu'on appelle un métadicateur. Si vous avez suivi un petit peu Black Mirror et toutes les polémiques avec les notes pour les citoyens qu'il y a eu en Chine, vous savez à peu près ce que c'est qu'un métadicateur. Puisqu'un métadicateur, dans le monde créé par Benjamin Fogel, c'est un système de notation. Les autres vous notent en fait constamment. Et la moyenne de toutes ces notes forme votre métadicateur. Plus votre métadicateur est haut, plus vous avez accès à des privilèges, à
des matchs en fait qui sont faits pour vous trouver l'amour de votre vie. En fait voilà, tout dépend en fait de ces algorithmes là. Donc si vous avez un métaindicateur haut, vous avez plus de chances d'être matché avec quelqu'un qui a un métaindicateur haut aussi. Pareil pour prétendre à des boulots, tout se fait en fonction de cette note là. Et c'est effrayant parce qu'en fait ça va être l'histoire de Camille qui se fait appeler Dina Rogne dans le monde réel, puisqu'en fait c'est une nonyme. Les nonymes, ce sont des gens qui ont décidé de garder l'anonymat dans la vie réelle. Ils sortent et ils donnent ce pseudo-là au lieu de décliner leur vraie identité. Parce que quand je vous dis que tout est noté, dès que vous sortez, que vous allez quelque part, c'est noté sur votre profil. Tout est exposé et il y a des gens qui refusent en fait de voir leur vie privée comme ça déballée sur internet. Et ça va être l'histoire de cette fille-là, de Camille, et de sa relation notamment avec Irina, qui est un petit peu une entité toute puissante du réseau. C'est une femme en fait qui a des grandes connaissances politiques, elle débat, elle est essayiste, écrivaine, et c'est un petit peu elle qui régit la morale du réseau. Dès qu'il y a des débats, elle jump in, elle débat avec les gens, elle les casse, elle fait même baisser leur métaindicateur, elle en a fait limite radier certains en les pointant du doigt, et un peu toute la police bien pensante du réseau leur a sauté dessus en fait, et les insulte, les harcèle, etc. Irina c'est vraiment la déesse du réseau si vous voulez, et Camille c'est son bras droit. Donc ça va être l'histoire de Camille qui essaie de se débarrasser un petit peu de sa dépendance par rapport à Irina, de trouver sa place dans cette société où dehors elle se fait appeler Dina, mais où tout le monde la connaît sous le nom de Camille sur le réseau, et voilà, sa famille la connaît sous le nom de Camille, etc. Et comment on vit en fait dans un monde où toutes nos données sont accessibles, où tout est visible. Et voilà, et en fait ça va dérouler beaucoup d'intrigues, de luttes, notamment entre différents groupes pro-transparence. Du coup ça s'appelle la transparence, c'est pour ça que ça s'appelle la transparence selon Irina, c'est le fait d'avoir toutes nos informations dévoilées à tout le monde, c'est le système de la transparence. Donc voilà, comment est-ce qu'on vit? Ça m'a un peu rappelé 1984, mais en version beaucoup plus moderne et beaucoup plus romancée, on va dire. Ça se lit très vite, c'est un page turner, vraiment c'est génial. Et Le silence selon Manon, je vous le recommande 1000 fois. Ça se passe juste avant la transparence selon Irina, au moment justement de la création du réseau. Et c'est passionnant, ça parle notamment de la surdité. Et c'est vraiment vraiment génial, je vous conseille vraiment de vous pencher sur ce que fait Benjamin Fogel. Ça se lit très bien, c'est criant de vérité, on en parlait avec mes copines de promo et vraiment ça nous parlait énormément de certaines angoisses qu'on peut avoir par rapport à la modernité, au fait que nos informations sont de plus en plus divulguées. Donc c'est un sujet qui vous parle, tout ce truc de transparence, de toujours moins de choses privées, toujours moins de vie privée. Voilà, j'ai trouvé ce livre très marquant. J'en ai très peu entendu parler alors qu'il vaut vraiment vraiment le détour. Donc voilà, je vous conseille vraiment vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Ça fait beaucoup de vraiment, mais vraiment allez-y. Passer au dernier livre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet auteur. Donc préparez-vous, il s'agit des Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio. Si vous connaissez un petit peu la littérature italienne, vous connaissez probablement très très bien Luca Di Fulvio, qui écrit des gros parpaings comme ça, de 7 à 900 pages à chaque fois. J'en ai un deuxième que je vous présenterai dans un prochain update lecture, qui est tout aussi gros. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet écrivain. Il a le don de vous représenter toute une richesse et une complexité des personnages comme personne. Vraiment, c'était fantastique. On suit 3 immigrés, si je me trompe pas. Rosetta, Rachel et... je sais plus comment il s'appelle... Rocco. Donc Rosetta, Rocco et Rachel, qui sont 3 immigrés italiens et juifs qui vont... Ils sont pas tous juifs, hein, mais il y a un des personnages qui est juif. Et ils vont tous vouloir immigrer à Buenos Aires, qui à cette époque-là est une terre d'immigration pour les Italiens et les Juifs notamment. Et ça va être passionnant, on va voir leurs attentes. Toute cette espèce de American Dream qu'ils ont, mais par rapport à Buenos Aires, c'est très cruel, très cru, très prenant.
comme récit. Je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. C'est simple, vous l'ouvrez, vous ne vous arrêtez plus. Vraiment, ça parle de cruauté, on va parler de trafic de drogue, de la mafia italienne, de comment en fait on s'empêtre pour s'en sortir, comment on aspire toujours à une vie meilleure, comment on court en fait vers la liberté. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment les prisonniers de la liberté, à quel point ils désirent tous les trois avoir une nouvelle vie, recommencer de zéro, et à quel point tout ça va être infiniment plus compliqué, et comment est-ce que leurs routes vont se croiser dans cette quête, leurs difficultés. Rosetta notamment va en baver, j'en profite pour faire un trigger warning, viol et agression sexuelle. Dans les livres de Luca Di Fulvio, il y a énormément de viols et d'agressions. J'en reparlerai, je trouve que dans les prisonniers de la liberté, c'est bien amené dans le sens où ça a du sens. Par contre, dans l'autre livre qui s'appelle Le Gang des rêves, que je vous présenterai dans un prochain update lecture, j'ai moins aimé. J'ai trouvé que vraiment ça faisait un peu à la Outlander, où vraiment à chaque page, enfin pas chaque page mais chaque chapitre quoi, quelqu'un se fait violer et on est là en mode mais... Tout ça pour dire que c'est un roman très haletant, que c'est un autre moyen je trouve d'aborder l'immigration, les rêves, voilà, ça parle quand même d'un sujet qui est très actuel, qui est de fuir pour trouver une vie meilleure. Et voilà, je pense que c'est un roman... Voilà, je pense que c'est très bien de le lire en fait, je pense que ça reste très actuel, même si ça parle des années 1910. Ça reste en fait quelque chose de très actuel et voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de Luca Di Fulvio, ça se lit très bien. Il a un super talent pour raconter la vie des personnages, raconter les émotions, les espoirs. Voilà, tous les personnages sont très différents, très complexes à leur manière. J'ai beaucoup aimé lire son récit. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui se lit très bien, même si c'est assez gros, je vous conseille de vous tourner vers ce qu'il fait, si vous n'êtes pas plus sensible que ça, on va dire, aux questions d'agression, etc. Parce que c'était prenant en fait. Vraiment, je n'arrivais plus à le poser. Donc voilà. C'est déjà tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire de nouvelles découvertes. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!